Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou du design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein même de ces grandes entreprises. Alors pendant une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou sur tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et surtout que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Avant de passer à notre invité, je voulais juste vous annoncer une très belle nouvelle. Cette année, j'ai l'immense plaisir d'être partenaire de la ProductConf, l'événement annuel de la communauté Produit et Design. Je vais y animer plusieurs tables rondes. Alors la ProductConf en est à sa 4e édition. L'événement cette année aura lieu à Paris, au Trianon, dans un décor absolument magnifique. Vous pouvez retrouver plus d'informations et vous inscrire directement sur le site web laproductconf.com. J'espère vraiment vous retrouver nombreux le 6 juin prochain. Voilà, retour à la French Touch. Belle écoute à vous, en compagnie de notre invité. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur la French Touch podcast et merci également de m'accueillir dans vos locaux. Je suis vraiment heureux de pouvoir t'interviewer car, comme ce que je te disais en off, tu es, je pense, au même titre qu'un Jean-Marc Denis qui pour moi, sur la scène française du product design, est vraiment quelqu'un de très important. Et je pense sincèrement que tu l'es aussi dans la sphère produit. Personne importante, influente, hyper intéressante et aussi vachement respectée. Très très respectée. Alors j'avais regardé un des commentaires qui était laissé par des personnes, alors c'est LinkedIn, c'est facile, mais il y a quand même quelque chose, un de tes anciens collègues disait de toi que tu étais un innovateur pragmatique tourné vers l'utilisateur. Assez classe. Sacré compliment. Ça fait plus de 15 ans que tu travailles, tu as fait des études de communication, tu as commencé dans une web agency, puis tu as rejoint une association, Sécurité Solaire, en tant que webmaster pendant 3 ans. Sécurité Solaire, c'est une association qui a pour objet de sensibiliser et d'informer la population sur les risques de la surexposition, donc tous les risques liés à la santé. En 2008, tu rejoins PayPal, d'abord en tant que content manager, puis UX manager, et tu as évolué en fait pour rapidement évoluer jusqu'au poste de Head of UX IMEA. Au bout de 7 ans, tu changes d'aventure et tu vas rejoindre BlaBlaCar en tant que Head of UX, donc en 2015, et tu occupes ce poste de 2015 à 2017. Et en 2017, tu passes VP Product. Oui. Alors BlaBlaCar, pour ceux qui ne connaîtraient pas, enfin je pense que tous nos auditeurs connaissent, c'est une plateforme communautaire payante de covoiturage. C'est aussi le leader mondial. Le service permet de mettre en relation des conducteurs et des passagers qui souhaitent partager un trajet en voiture et les frais qui y sont associés. Je vais faire un petit historique. L'entreprise a été créée initialement, alors ça c'est rigolo, en 2004. C'était par un étudiant, Vincent Caron. C'était sous le nom covoiturage.fr, qui avait été ensuite, le nom de domaine avait été racheté en 2006 par Frédéric Mazella, via la société qu'il avait créée, Commuto. Il est rejoint par Nicolas Brusson, qui est aujourd'hui le CEO de BlaBlaCar, et par Francis Napez, donc directeur technique, oui, qui vont donc développer la plateforme. Le pendant communautaire de BlaBlaCar, il a vraiment commencé en 2008 avec le système des ratings, des portraits, donc qui venait un peu confirmer et donner confiance, c'est un élément clé. L'international, lui, démarre en 2009 avec l'Espagne. Alors aujourd'hui, BlaBlaCar, c'est plus de 65 millions de membres dans 22 pays. Rien qu'en France, c'est plus de 15 millions d'utilisateurs. C'est intéressant et ça se ressent notamment quand on va parcourir un peu la communication corporate. L'enjeu environnemental est très fort. Donc le développement durable, la transition énergétique, ça se retrouve aussi dans des offres de services comme l'offre d'électricité verte, en partenariat avec Total Spring. Au niveau de l'entreprise, c'est évidemment, on parle d'elle comme un peu une référence de la French Tech, une licorne. Alors elle a fait plusieurs levées. Première levée en 2010, puis une deuxième en 2012 et de manière significative en 2015, donc 200 millions de dollars. Et évidemment en novembre 2018, donc l'année dernière, de 100 millions d'euros avec une prise de participation minoritaire de la SNCF.
Comme je disais, BlaBlaCar, donc c'est le développement du covoiturage longue distance, mais c'est aussi courte distance avec BlaBlaLine. Ouais. C'est les services à l'assurance, BlaBlaSure, l'offre d'électricité dont je parlais rapidement, une offre de location longue durée également en partenariat avec ALD Automotive. Et voilà. Une stat que j'avais notée que je trouvais hyper intéressante, c'était que 80% des trajets sont utilisés pour aller rejoindre des proches. Et je trouvais ça très intéressant ou très rigolo quand on sait que dans la genèse de BlaBlaCar, on voit que Frédéric Mazella expliquait que c'était pour rejoindre sa famille à Noël. Exactement. Absolument. Et donc la boucle est bouclée puisque quasiment 15 ans plus tard, maintenant sur le site de Oui SNCF, on retrouve des offres de covoiturage. Ouais. Donc que du chemin parcouru quand même. Première question pour toi, qu'est-ce qui t'a motivé à venir donc d'un environnement PayPal à celui de BlaBlaCar? C'était il y avait quelques critères qui étaient assez simples. Le premier, c'est j'ai travaillé longtemps chez PayPal, mais j'ai toujours travaillé en dehors du QG. Donc j'étais toujours dans un bureau local, régional, etc. Ce qui avait plein d'avantages, mais j'avais des fois l'impression de pas être dans le cœur de la machine. Ouais. Donc ça c'était un premier critère. Je voulais aller dans une boîte et je voulais que le cœur de l'activité produit. Ça, et à cette époque-là, pour des raisons personnelles, j'avais pas souhaité déménager, donc une boîte qui était basée majoritairement à Paris. D'accord. Premier critère. Deuxième critère, je voulais une boîte plus petite. PayPal à cette époque-là, c'est 15 000 salariés. D'accord. Pareil, ça donne accès à plein de choses, notamment en termes on a accès à des gens d'une seniorité très élevée qu'on trouve pas dans les petites boîtes, mais en termes de capacité de prise de décision, c'est forcément un peu plus lent, etc. Plus de politique aussi, ou ça allait? Ouais, on pourra en parler. Moi, là, je suis jamais très à l'aise avec ce mot-là, le terme politique, parce que je crois que c'est juste des groupes de gens qui font des choses et qui essaient d'influencer, mais ouais. Enfin, en tout cas, ou alors il y a souvent une connotation négative avec le mot politique qui me semble un peu. Ouais, dans ma bouche, c'était négatif. Voilà, et je trouve que c'est un grand groupe, et des grands groupes c'est compliqué à gérer, et donc il y a des facteurs d'influence, voilà. Mais et qui sont plus faibles à une petite échelle, mais ça me semble pas. En tout cas, c'est pas ça qui m'a fait. C'est pas la politique qui m'a fait partir de chez PayPal, mais en tout cas en termes d'impression d'avoir l'impact. C'est sûrement plus petit dans une plus grosse boîte, donc je cherchais une boîte à taille plus petite. Et le dernier critère, je cherchais une boîte où les problèmes à résoudre seraient complexes. Et là, il y a un gros point commun entre BlaBlaCar et PayPal. J'avais l'expérience grâce à PayPal qui, à une époque, appartenait à eBay, de ce que c'est qu'une marketplace. Oui. Et marketplace, c'est forcément des problèmes compliqués. Et à l'époque, d'un point de vue donc design, puisque c'était comme ça que je regardais, forcément des problèmes passionnants à régler, parce que c'est toujours il y a toujours des effets en demande. Tu peux, on veut essayer d'améliorer l'expérience des vendeurs en ligne. Ah, mais pour ça, il faudrait que les acheteurs en ligne se comportent de telle manière. Et donc c'est compliqué. Donc intellectuellement, c'est stimulant. C'est plus stimulant. Voilà. Donc c'était ça les trois critères. À cette époque-là, donc en 2015, il y avait pas 40 boîtes qui cochaient tous ces critères-là. Pour l'anecdote, on m'avait Frédéric Dermer, qui était à l'époque le head of product de BlaBlaCar, m'avait contacté une première fois. J'étais pas spécialement prêt à bouger parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais chez PayPal, donc on s'était un peu parlé, puis non. Quelque temps plus tard, donc c'était pour le rôle de head of UX chez BlaBlaCar. Quelque temps plus tard, je sens que c'est un peu la fin de l'histoire chez PayPal. Je commence un peu à réfléchir et je liste ces trois critères-là. D'accord. Et je me dis, c'est con parce que c'était exactement BlaBlaCar, c'était sûrement la meilleure opportunité. Le hasard a fait que ils avaient pas encore eu le temps de trouver la bonne personne. Donc j'ai recontacté Frédéric Dermer et finalement je les ai rejoints. D'accord. Voilà. Est-ce que la dimension justement environnementale, j'insistais sur pas la web agency, mais justement sur la partie solaire après, est-ce que c'était un des éléments? Il fallait qu'il y ait des valeurs, il fallait qu'il y ait une mission qui à un moment donné te touche, ou c'était vraiment uniquement sur ces trois critères et la meilleure opportunité l'emporte? C'était que ces trois critères-là. Okay. J'ai découvert énormément de choses de chez BlaBlaCar en venant chez BlaBlaCar. Ouais. Je connaissais ces valeurs-là, mais c'était pas aussi explicite déjà. Hein. C'était peut-être pas. Ça je sais pas, mais en tout cas c'est pas ce que je regardais. D'accord. Et c'est extrêmement intéressant de travailler dans une entreprise qui a en fait dont les fondateurs
on depuis le départ réfléchi à beaucoup de ces sujets-là, mais honnêtement, c'était pas quelque chose qui était, j'ai pas réfléchi à cette époque-là. Donc c'est pas un élément de critère, et j'en suis très content néanmoins. Voilà. Mais non, c'était pas un critère de motivation pour moi. Quand t'es arrivé chez Blablacar, c'était l'équipe produit ou l'équipe UX, c'était qui? C'était combien de personnes? C'était une équipe qui était comme toutes les équipes de la boîte, une équipe qui était en train d'exploser en termes de taille. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé juste après la levée de 200 millions en 2015. Ouais. Et à cette époque-là, on était en flux tendu de recrutement. C'est-à-dire qu'on ouvrait un poste, mais on ouvrait un poste pour recruter autant de personnes que possible sur ce poste-là. C'est-à-dire que moi, la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'est de recruter une partie de l'équipe. À l'époque, il devait y avoir, si je dis pas de bêtises, 3 designers. D'accord. Quand je suis arrivé, et le plan de staffing, c'est il faut que tu aies recruté au moins une personne par mois pour les 18 mois qui viennent. Une personne par mois pour les 18 mois. C'est pas ce qu'on a fait, mais c'était ça la cadence. Ah ouais. Et donc c'est-à-dire qu'on ouvrait un poste, mais on était en permanence en train de rencontrer des gens, et quand on trouvait quelqu'un, on l'embauchait, et on était très bien. Mais qui est-ce qu'il y a d'autre dans le tunnel de recrutement? C'était vraiment, et c'était ça sur tous les postes. Et donc en gros c'était à peu près au moment où j'ai accepté l'offre, il y avait 3 designers. Entre le moment où j'ai accepté et le moment où j'arrive, il y en avait déjà 2 qui étaient arrivés. Ouais. Et côté PM, ils étaient un peu plus, ils devaient être 6 ou 7. Et il y avait quelques fonctions. Il y avait une fonction contenu, une fonction localisation. Il n'y avait pas encore de user research à l'époque. Ça, c'est quelque chose que moi qui me tenait à cœur, donc j'ai essayé de développer. Et il y avait un peu de product marketing. Donc l'équipe produit, ça devait être une quinzaine de personnes. Et on a monté ce chiffre jusqu'à le doubler, donc on est arrivé jusqu'à 30 à une époque. Et aujourd'hui, il y a une époque où on a un peu réduit la voilure, donc on est redescendu à 15, 10. D'accord. Et aujourd'hui, on est à peu près autour de 15, 20. 15, 20. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça a eu beaucoup de hauts et de bas. Ouais. T'avais déjà, en tant que Head of UX IMIA chez PayPal, t'avais une grosse équipe déjà ou pas? Une équipe d'une quinzaine de personnes. Aussi, à peu près la même chose. La même taille. La particularité, c'est qu'elle était répartie sur 3 sites. D'accord. Donc elle était basée à Paris, à Berlin et à Londres. Donc c'était 3 petits pôles. Donc à cette époque-là, je voyageais pas mal en Europe. C'était des personnes que toi t'avais recrutées ou qui étaient déjà là et qui, avec ton évolution de poste, tu te retrouvais les manager? Chez PayPal? Ouais. La majorité, je les avais pas recrutés. D'accord. En fait, il y avait un head of UX EMEA qui était mon boss et qui est parti en Californie. Et donc, on m'a demandé de prendre son rôle. D'accord. Ok. C'est moi, il y a une des questions, systématiquement, quand je regarde un peu les personnes que je vais interviewer, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui peut se dégager. Avec ton niveau de seniorité et d'expérience, clairement, c'est sur la notion de leadership. Déjà, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Je fais la distinction entre leadership et mentorship. Okay. Et je voudrais qu'on revienne aussi sur cette partie de mentoring, parce que c'est quelque chose dont toi tu parles, et qui, je pense que c'est assez associé au design, plus qu'au pur produit. Je sais pas. Mais, comment tu as, t'as cette mission de constituer le plus rapidement possible des équipes. Comment, quels sont tes critères pour choisir les personnes? Est-ce que, d'une part, et comment toi tu t'alimentes pour savoir, pour monter en compétence en tant que manager? Déjà, l'anecdote rigolote, c'est que peu de temps avant de partir de chez PayPal, j'ai eu la chance de participer à une formation en leadership, Leadership Emergence Program. Enfin, donc c'est des personnes qui ont un poste, qui ont déjà un rôle de manager, mais sur lequel PayPal veut investir, etc. Bon. Okay. Parmi cette formation-là, on bénéficie de la possibilité d'avoir une session de feedback 360 de 20 personnes avec qui on a beaucoup travaillé. Donc c'est un programme assez costaud et sur des grilles assez précis. Il y a 20 critères. Et donc on sort du programme, à la fin on a un feedback objectif, j'en sais rien, mais enfin tel qu'on l'a jamais eu sur ces 20 critères là. Ce qui est très rigolo, c'est que j'ai plein de talents et qui émergent très clairement, mais j'ai aussi des compétences dans lesquelles visiblement de la part de ces 20 personnes je suis extrêmement mauvais. En position numéro 20 sur 20 critères, il y a la dimension recrutement. C'est vrai. Et ça c'est quelques semaines avant que j'arrive chez Blablacar et on me dit bienvenue, ta fiche de poste, mission numéro 1, recruter des gens. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Il y a le défi du recrutement et il y a le défi du recrutement quand on n'est pas bon en recrutement. Et en fait,
Je pense que c'est intéressant de faire une pause sur deux visions ultimes du leadership et du recrutement, telles que décrites par la série Kaamelott. D'accord. Alors je sais pas si, enfin il y a beaucoup de fans de Kaamelott, mais je sais pas si tous les fans connaissent cette dichotomie que Alexandre Astier, le fondateur de Kaamelott, fait. En gros, dans l'histoire de Kaamelott, il y a deux grands personnages. Enfin, dans l'histoire de Kaamelott telle que racontée par Alexandre Astier, il y a deux personnages clés. Il y a Arthur et il y a Lancelot, qui au départ sont des grands amis et à la fin sont les ennemis jurés. Et en fait, ils ont deux perspectives sur le leadership très très différentes. La perspective d'Arthur, c'est je fais avec ce que j'ai. Et en l'occurrence, dans la série, c'est beaucoup de bras cassés. Ouais. Et je les emmène le plus loin possible. En l'occurrence, on cherche le Graal. Et c'est ça. Ça, c'est la vision d'Arthur. La vision de Lancelot, c'est on me demande de chercher le Graal, je vais chercher les plus forts. C'est deux visions fondamentalement différentes. Dans la série, elle prend position pour Arthur, mais dans les faits, dans la vie, je crois que les deux se défendent très très bien. Ouais. Et je pense que la majorité des gens sont au fond d'eux, soit l'un, soit l'autre. Moi, je suis très clairement du côté d'Arthur. C'est très clairement du côté d'Arthur. C'est-à-dire que tu me posais la question tout à l'heure de est-ce que l'équipe que j'avais chez PayPal, mais c'était aucun problème pour moi de manager une équipe que j'ai pas recrutée. Aucun problème philosophique, d'appréhension, etc. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est aucun fantasme de dire bon là je galère, mais si seulement j'avais pu recruter. Pas du tout. Mais je connais des gens, il y a des gens que j'adore et qui sont des leaders incroyables, qui sont clairement du côté de Lancelot et qui se disent très exclusif, très élitiste. Ouais, mais sans mettre de jugement derrière, mais en tout cas qui ont besoin de façonner. Et qui sont très frustrés par le fait de bosser, enfin en tout cas d'encadrer des gens qu'ils n'auraient pas choisi eux-mêmes. Donc j'étais très à l'aise dans cette situation-là chez PayPal. Chez BlaBlaCar, il y avait un mélange de personnes qui étaient là et un mélange de personnes qu'il fallait recruter. J'étais beaucoup plus inquiet par le recrutement, surtout après le feedback. Je savais pas en fait, avant de recevoir le feedback, je savais pas que j'étais aussi mauvais là-dedans. Mais ça m'a permis, en fait, donc moi j'ai utilisé mon talent d'Arthur pour résoudre mon défi de Lancelot. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur ceux qui étaient meilleurs que moi dans l'équipe pour recruter les bonnes personnes. Donc j'ai accompli ma mission, mais d'une manière qui tenait compte de ce retour-là, qui était pour le coup très très clair. Voilà. Tu te souviens du numéro 20 ? Numéro 1, c'était quoi ? Dans le top 3, je sais pas si c'était le numéro 1, dans le top 3, il y avait Customer Focus. C'est incroyable, ça revient systématiquement, ça. Donc voilà, et bon après c'est le rôle veut ça aussi. Enfin ces 20 critères sont pour tous les employés qui participent à ce programme-là. Il y en a certains qui viennent de la finance, du service client, etc. Quand t'es designer d'expérience, ce serait presque une faute professionnelle que ce soit pas très élevé. Les autres je sais pas. En tout cas, celui-là a été élevé. Ouais. Mais Customer Focus, enfin tu vois, tu l'es devenu, sauf si j'ai raté un truc dans ton parcours, mais Web Agency, Webmaster, et après t'es passé Content, et après t'es passé en UX. Enfin, t'as pas fait une formation de psychologie, t'es pas allé à la fac là-dessus. Non. Dans un des articles, tu disais justement que en tant que Webmaster, t'avais réalisé que c'était impossible de prioriser les features sans comprendre qui étaient les utilisateurs en face. Et l'étape d'après, c'est important de comprendre quels sont les KPI business pour que ton job en tant que designer ait du sens et puis soit protégé. Cette évolution-là vers il faut que je devienne customer focus. Ben justement, c'était il faut que je devienne ou je sais que j'ai ça en moi et je le développe au maximum. Bon, il y a un déclic très clair. Il y a quelques moments clés dans ma vie. Il y en a un, c'est une conférence qui doit avoir lieu en 2007 ou 2008. C'était un salon du e-commerce, il y avait un panel d'experts, etc. Plein de gens qui racontaient des trucs dont je me souviens pas, et une personne qui raconte un truc qui change ma vie, puisqu'en sortant de la salle, je me dis je sais ce que je veux faire de ma vie. Donc à l'époque j'étais webmaster, c'est-à-dire on m'a tout faire du web, donc il fallait écrire, j'écris, il faut designer, voilà, je code, j'administre le serveur, enfin je fais tout ce qu'il y a à faire. Et j'adorais, hein, mais je sors de cette conférence et je me dis je veux être ergonome web. C'était ça les mots. Pourquoi ? Parce que la personne que je venais d'entendre s'appelle Rémi Rubio. Et donc il était à la tête d'une agence d'ergonomie qui s'appelle Useo. Et quand il parlait,
il me retournait le cerveau. Je me disais, lui, il est en train de... Et il avait un petit côté provocateur qui fait qu'il défonçait tout le monde dans le panel, mais il y avait aussi une expertise très très forte, très ancrée psychologie, où je me disais, parce que il résolvait des problèmes que j'avais au quotidien dans mon boulot, où j'étais très isolé. Deux, parce que je sentais un monde derrière ce qu'il racontait et qui me fascinait. Donc l'histoire, c'est, je sors de cette conférence, je me suis dit, bon, bah ça y est, je sais ce que je veux faire. Je postule à toutes les agences d'ergonomie de Paris, dont Useo. Aucune d'entre elles ne me prend d'entretien parce que j'ai rien pour postuler à ça. Il y en a une, la seule qui a la gentillesse de me recevoir me dit que ça va être compliqué parce que j'ai un piercing à la langue. Et bon bref, l'histoire fait que, mais je pense que c'est une excuse parce que les autres avaient des bonnes raisons de pas me prendre. Et donc je me dis ok, le changement en un temps ça marche pas, donc ça va être en 2 temps. Il faut que je rejoigne une entreprise où je vais pouvoir apprendre. Ouais. Auprès de personnes qui font ce métier-là. Donc je me suis dit, ok, plutôt plus grand groupe, plutôt groupe américain. PayPal cherche quelqu'un, et c'est là où je fais la transition vers PayPal. Mais à ce stade-là, je sais pourquoi je vais chez PayPal. Enfin, je vais chez PayPal exactement pour ce qui s'est passé après. Donc à ce stade-là, c'est rare, mais une stratégie de carrière dont le plan se déroule lentement, mais à la perfection, avec la chance, enfin 2 chances. Un, c'est qu'à l'époque où j'arrive chez PayPal, il n'y a pas encore en Europe ce genre de rôle. Ouais. Donc moi, je suis tellement passionné par ça en interne que tout le monde le sait, que le jour où on se dit tiens, il faut qu'on recrute le premier designer, qui sera Tristan Charvilla, qui travaillait chez Useo. Enfin, il travaillait chez Useo. Oui, ça c'est. Mon Dieu, mais vous êtes. Non, mais l'histoire c'est ça, c'est que donc moi on me dit écoute Rémi, il faut recruter un designer d'interface. T'es passionné par le sujet. De toute façon, il y a pas d'expert en Europe, donc tu t'en occupes. C'est quand même incroyable pour une boîte comme celle-là qui était déjà à ce niveau-là de. Oui, mais il y a pas, enfin c'est pas souvent que des grosses boîtes en local. C'est en local. Ouais, il y en a énormément aux États-Unis. Ouais. Mais donc en gros aux États-Unis ils me disent il nous faut un relais local pour s'occuper de rencontrer les candidats. Ouais, c'est top ça. Ouais. Et donc c'est ça l'avantage, on en parlera peut-être, mais de clamer haut et fort. Exactement. Une passion, un centre d'intérêt, un truc de développement, ça attire vers toi les opportunités. J'appelle ça l'aimant opportunité. Les gens ont peur de faire ça parce que les gens ont peur de se mettre dans une case. Et je crois que c'est une erreur. Je crois qu'il faut à un moment donné se mettre dans une case. C'est ça qui fait que les opportunités vont venir vers toi. Bref, c'est ce que j'ai fait. Et un jour, il y a un CV qui arrive d'un inconnu, mais qui avait la chance d'avoir travaillé 5 ans chez Useo. Et là, je me suis dit, je sais pas qui c'est ce gars-là. Et moi, je connais un mec chez Useo qui m'a retourné le cerveau, qui a changé ma vie. Je veux rencontrer ce gars. C'était Tristan Charvilla, que j'ai embauché. Et après, qui a été un collaborateur de longue date jusqu'à encore aujourd'hui. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Alors lui, il a dû arriver, quasiment. Il a dû arriver en 2010. Et on a bossé quasi sans interruption ensemble depuis. Voilà. Et dans ton évolution justement pour devenir UX, pour devenir ergonome web, c'est quoi? C'est l'input de Tristan, c'est des lectures, c'est des rencontres, les mentors? C'est donc Tristan, changement majeur, enfin accélération majeure pour moi, par énormément de dimensions, mais donc lui c'est quelqu'un qui a fait un master en psychologie. D'accord. Donc lui il apporte cette dimension-là académique, etc. et assez vaste en fait sur la table par 5 ans chez Useo. Donc là vraiment à faire de l'ergonomie et Useo c'est une petite agence extrêmement exigeante. Donc c'est pas une agence qui se dit nous on fait de l'ergonomie puis on fait du développement, c'est eux ils font que ça. Donc c'est la barre était haute. Donc je pense que ça l'a façonné encore plus. Et après c'est la personnalité de Tristan qui est assez passionné, assez radical, etc. Donc tout ça mélangé et quand on travaille toute la journée à côté de quelqu'un comme ça, oui on accélère son apprentissage. Et donc j'avais une intuition que c'était le métier vers lequel je voulais aller. Ouais. Et puis là j'ai l'occasion de me rendre compte que et t'étais à côté de quelqu'un qui pour le coup te permettait de. Oui, alors l'anecdote intéressante c'est que à cette époque-là, je suis le manager de Tristan. D'accord. Et je manage quelqu'un qui m'apprend son métier. Enfin, ce qui est un bon management, hein, pour le coup. Ouais, mais ça peut des fois être compliqué, ça. Ouais, bien sûr. Question d'ego, ça, après. En tout cas, moi, à l'époque, c'est transparence totale. Je comprends rien de ce que tu fais, mais je veux comprendre. Et en fait, la dimension management, ça peut être complètement factice ou ça peut en tout cas j'ai découvert très bien de plein de manières qu'on peut largement manager des gens qui sont largement plus experts que ça.
et leur apporter de la valeur. Parce que ça, ça reste sur le gâteau. Comment, ok. T'as pas justement cet ego mal placé de j'ai pas la compétence, donc ce qui peut arriver souvent, hein. Tu dirais que t'es comment toi en tant que manager? C'est quoi les qualités qui, selon toi, font que tu es, enfin, si j'entends les gens que j'avais pu questionner ou que je lis à ton propos, c'est aspirationnel. Les gens à ton contact réfléchissent, tu les tires vers le haut, tu leur fais se poser des bonnes questions en fait. Tu leur donnes pas les réponses, mais tu les amènes à réfléchir par eux-mêmes et à trouver les réponses. C'est la philosophie d'Arthur. La philosophie d'Arthur, c'est qu'est-ce qu'il y a d'unique chez cette personne. Il rencontre Perceval, qui est le mec le plus demeuré de la terre, mais qui est capable de connaître le nombre de pierres qu'il y a dans le château. Soit tu te focalises sur le fait qu'il a l'air un peu demeuré, soit tu te dis ah mais attends, en fait il a des capacités de calcul complètement incroyables. Et je crois que c'est pour ça que je crois que parfois je suis un bon manager et je crois que je suis un extrêmement mauvais recruteur. C'est que moi je suis capable de trouver l'or dans n'importe quel candidat. Okay. Donc moi à chaque fois que je saute d'une interview, c'était lui il est fort quand même. Elle a vraiment un truc particulier, ce qui était toujours vrai. Mais le problème c'est que moi je suis capable de toujours trouver de l'or dans les mains de n'importe qui. Mais sauf que quand tu mets des critères de recrutement, des fois ça suffit pas, ou il y a de l'or mais c'est pas le critère qu'on cherche. Enfin, et donc tout ça c'est lié en fait. Donc moi mon obsession c'est et quand je dis mon obsession, en fait, j'ai découvert avec le temps, ça c'était intéressant dans mon parcours de manager, que ce qui me donnait de l'énergie, c'était les discussions de développement personnel avec les gens de mon équipe. Et les discussions de développement personnel, elles sont là pour comment est-ce qu'on façonne, comment est-ce qu'on en fait tu identifies tes forces, tes particularités et on les fait grandir, on les renforce et on les développe. Et donc c'est ça mon penchant naturel. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que je sois bon dans le domaine dans lequel toi tu pourrais l'être. J'ai pas besoin de ça. Moi, mon travail, c'est énormément de la valeur que j'apporte, elle est juste de pas être l'autre personne. Donc c'est pour ça que je crois que certains bons managers peuvent manager quasiment n'importe qui, n'importe quelle équipe. Parce que la première valeur que t'apportes, c'est juste je suis pas toi. Donc j'ai pas l'attachement émotionnel, donc j'ai le recul, donc beaucoup de choses consistent à renvoyer à l'autre ce que tout le monde voit de l'extérieur mais personne te dit. Ça c'est une des facettes dans ton travail. Quel lien et différence tu vois entre le Head of UX, le Rémi Head of UX chez Blablacar et le VP Product? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des différences? Il y a énormément de points communs. Les grandes différences, je suis pas sûr de toutes les maîtriser encore, enfin même de toutes les appréhender encore, mais les vraies différences, elles sont, je crois qu'il y a beaucoup de rôles de designers qui bénéficient d'une certaine, ils ont le droit d'être naïfs. D'accord. Ils ont le droit de rêver, ils ont le droit d'oublier certaines contraintes, et c'est d'ailleurs souvent la valeur qu'ils apportent. C'est précisément d'oublier une seconde les enjeux de faisabilité ou de réalisme financier. Et c'est parce qu'ils sont capables de projeter ce rêve-là que, en fait, ça emmène du monde derrière eux et ça devient possible et enviable. Donc, mais je crois qu'on attend moins d'un rôle de designer, un certain sur le pragmatisme. Ouais. Donc un rôle produit, et peu importe le niveau hiérarchique, mais un rôle de product manager, c'est précisément de faire la synthèse de toutes les envies, les contraintes, les besoins, les dépendances, etc. Et on attend un peu moins ça de la design. Donc ça c'est une grosse différence. C'est quelque chose que tu as découvert ou tu le sentais, tu le savais déjà? Non, mais je le savais parce que je bossais tous les jours avec des product managers chez PayPal, donc ça c'était pas nouveau. Et en fait le switch il se fait donc au moment où Frédéric Dermer, Head of Product de chez Blablacar part, les fondateurs de Blablacar, notamment Nicolas Brusson, me posent une question assez simple qui est, il y a deux types de designers. Il y a les designers qui ont une sensibilité qui parfois flirte vers la dimension artistique, et cela, une évolution possible, c'est peut-être d'aller vers des enjeux de marque. Et il y a d'autres designers
qui se sentent au service du produit et de l'expérience qu'ils font, et ceux-là, ils peuvent aller plus vers des rôles produits. Bon, il me dit, tu te places où? Et là, je réponds sans hésiter une seule seconde. Moi, je suis un gars du produit. Il se trouve que j'ai plutôt travaillé sur des sujets d'interface, mais en une seconde, c'est ça. Et donc, c'est un peu ça. Donc, et en répondant ça, c'était une manière de dire. Et donc, je suis intéressé d'apprendre ce qui me manque pour être à la hauteur du rôle que ça impliquerait, quoi. Parcours qui n'est pas terminé. Parcours qui n'est pas terminé. Ah non, ouais. C'est quoi les peut-être pas tous, mais au moins un sujet sur lequel tu te dis il y a encore beaucoup de taf. Je cherche le plus gros. Ouais. Parce que là, il y en a plein qui défilent dans ma tête. La fameuse liste. Ouais. Non. Un qui est intéressant, c'est, en fait, c'est dur de faire l'aller-retour entre le micro et le macro, je trouve. Et t'as vite fait de dire, non, mais en fait, en tant que designer, je pense que tu peux avoir un biais pour le micro. Ce détail-là est important. Et des fois c'est vrai. Et puis tu peux, à l'inverse, côté produit, te dire, non, mais en fait, c'est les ordres de grandeur qui sont importants, c'est la grande stratégie, etc. Et je crois que la vérité est que les deux sont justes, et que certaines grandes décisions macro sont fondamentales, et définissent tout, et certains détails sont impossibles à rater et peuvent tout casser. La difficulté, c'est le jugement de quels détails sont importants versus ceux qui sont complètement anecdotiques, et c'est l'ego qui te fait croire que c'est important. Et pareil, en fait, des fois, tu peux planer pendant 40 ans, et en fait, la décision, tu peux la prendre plus tard. Donc c'est un peu, voilà, c'est savoir à quelle hauteur de vue s'attarder. Et ça dépend des sujets, et je sais pas s'il y a bonne règle par rapport à ça, mais en tout cas, il y a des fois où j'ai un peu ce sens de passer beaucoup de temps beaucoup trop haut, et des fois beaucoup de temps beaucoup trop bas. Trouver quand est-ce que j'apporte la valeur, quand est-ce que j'arrête de m'apporter, c'est difficile. Ouais. Vous avez eu une année là chez Blablacar, une année 2018 qui était quand même très chargée, au moins sur le pendant produit, entre le rebranding, entre la modification d'algorithmes, entre l'intégration de Webus, le rachat de Webus fin d'année, travail sur le produit 2019. Ça s'annonce comment? C'est quoi? C'est de la consolidation? On se tourne les pouces. On se tourne les pouces, c'est ça? Non, en fait, il y a eu une accélération. Hein. Oui. En fait, c'est l'histoire de 2015, 2016, 2017, 2018 qui est intéressante. C'est-à-dire 2015, expansion géographique incroyable, et on a les moyens pour ça, et tout explose, le nombre de pays, le nombre d'employés, l'activité, etc. 2016, il commence à avoir quelques nouvelles qui sont moins roses. Certains pays qu'on lance qui marchent pas tant que ça, la modélisation de certains marchés qui marchent moyennement dans certains marchés, etc. Et donc en fait, 2017 c'est une année de pivot. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une année de pivot, là pour le coup très dure, dans lesquelles tu me parles de ton équipe. Voilà, on réduit largement la voile en termes d'effectifs. Et on arrête complètement de travailler sur certains sujets, on fait émerger complètement des nouveaux sujets. 2018, c'est on commence à remettre les gaz doucement, et donc oui, il y a un sentiment d'accélération, mais pour moi, on est au début de cette accélération-là, c'est-à-dire que on est en ordre de marche pour une nouvelle phase d'hypercroissance. Enfin, c'est ça en fait l'idée de 2019. C'est 2017, c'est bon on arrête les moteurs, on en démarre d'autres. 2018, c'est on commence à se mettre en ordre de marche. 2019, là, c'est parti. Et le rachat de Webus, c'est la conséquence de cette stratégie-là, qui remonte dans le temps en fait. Enfin, c'est l'accélération d'une stratégie qui consiste à se dire, on décide de ne plus dépendre que de l'activité de covoiturage, ou plutôt en fait, on croit que l'activité de covoiturage ne sera jamais aussi forte que si elle est complémentée par une offre de transport longue distance professionnelle, donc des bus. D'accord. Donc c'est ça en fait qui est donc dans l'accélération qui commence par le marché russe, beaucoup plus rapidement. Et puis il se trouve qu'on a l'opportunité de collaborer avec Webus à l'époque où il y a des grèves. En fait, c'est ça le premier point de contact avec Webus, c'est il y a des grèves, on se décide nous de dire bon, il faut qu'on aide les gens à voyager, allez, on va mettre des bus. Communication là-dessus et tout. Ouais. Et finalement, les discussions font que de part et d'autre, on se trouve que c'est extrêmement intéressant. La SNCF décide de vendre cette entreprise et voilà. Mais c'est pas, ça sort pas de nulle part du tout. C'est plutôt un long travail
qui mène à cette opportunité-là. Et 2019, là, c'est on a la capacité d'accélérer largement grâce à toute cette expertise qui va maintenant faire partie de Blablacar. Donc ça, c'est un sujet. Mais en fait, tous les sujets vont accélérer. Blabla Lines, c'était les balbutiements en 2017. 2018, on commence un peu à mettre les gaz et on attend une explosion en 2019. Ouais. L'assurance, c'est pareil. L'algorithme, au moment en 2018, on commence à en parler. En fait, il n'est pas disponible fondamentalement dans tous les marchés. Maintenant, il commence à représenter dans certains marchés entre 15 et 20% des nouvelles connexions entre les passagers et les drivers qui n'auraient jamais pu avoir lieu sans ce nouvel algorithme-là. C'est invisible pour tous les gens, mais nous qui regardons les chiffres, c'est incroyable. Donc on a posé beaucoup de fondamentaux et là on commence un peu à bénéficier de tout ça. Quand vous avez fait une présentation à la Product Conf l'année dernière en parlant du playbook, le fameux playbook. Donc en fait on sentait, ou en tout cas ma perspective, j'étais dans la salle, sentais que vous étiez effectivement à une étape où il était important de donner des repères aux gens dans la boîte. Oui. Et donc aussi bien en positif qu'en négatif, mais au moins de mettre ça par écrit et que chacun puisse s'y référer pour peut-être être moins dans le questionnement, en tout cas. 2018, ça a été cette année pour toi aussi où tu as senti au niveau de tes équipes qu'il fallait que tu... Alors, le playbook que je partageais, c'était vraiment le playbook de notre équipe. Ouais. C'est pas le playbook de tout le Blablacar. Même si on l'a partagé à tout le Blablacar, mais c'était vraiment le playbook de notre équipe. Vous étiez les premiers à faire cette initiative et ça c'était concomitant à d'autres... Oui, après, il y a beaucoup d'autonomie chez le Blablacar, donc on s'attend pas à ce que tout ça soit parfaitement, il y a l'autonomie, donc nous on pensait que c'était nécessaire. Ouais. Et la raison pour laquelle c'était très nécessaire pour l'équipe produit, c'est que assez souvent l'équipe produit, elle est en amont, en avance de phase en fait, ouais. Parce que entre le moment où on conçoit quelque chose, puis ça commence à être mis en place, puis ça commence à impacter tout le monde, il se passe du temps. Mais le playbook pour moi, c'était attache ta ceinture, on va aller vite quoi. Enfin c'était ça l'idée en fait. C'est pour ça que par exemple on parlait de un des 5 piliers du playbook, c'est la notion de radicalité. Ouais. C'était pour dire on va faire des changements qui vont être difficiles. Si on les fait, si déjà dans l'intention on y va à moitié, oui, c'est ça. Quand on va commencer un peu à faire des compromis, etc., il restera plus rien à la fin. Donc commençons par des points de vue radicaux, et pour qu'il en reste quelque chose quand le marasme de la confrontation des idées, de la mise en œuvre, de l'exécution, des conflits fait que on fait un truc qui est plus petit que l'idée initiale. Mais ça c'est parce que dès le départ on savait, on sortait d'une année de pivot. Une année de pivot elle est pas pour faire more of the same, elle est pour faire des changements très très différents. Et on s'attendait à ce que ces changements-là, et ça a été parfois le cas, ils rencontrent de la résistance de la part d'autres employés ou de la part des utilisateurs, juste parce que le changement, ça frotte un peu. Et donc le playbook était là pour encourager l'équipe à faire des choix qui étaient ambitieux. Donc voilà, par exemple. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était de dire et le playbook, c'était pas on essayait de l'expliquer pendant la conférence, je sais pas si ça se passait très clairement, mais c'était notre playbook pour cette situation-là. Ouais. Et on insistait plus sur comment on l'avait créé plutôt que utiliser ce playbook, parce qu'en fait pour plein d'entreprises ça n'a pas de sens. Exactement. Ou même pour nous il y a 3 ans ou dans 3 ans c'est peut-être pas le bon. Non mais ce qui était intéressant en observateur, c'était de se dire vous êtes à cette phase-là de votre vie d'entreprise, équipe produit. Oui. Et moi comme je l'ai perçu, c'était je me sens peut-être pas concerné à l'instant T. Mais c'est intéressant de savoir qu'à un moment donné, ces 2 gars sur scène ont bossé là-dessus et vous expliquent quelle a été leur démarche pour arriver à cette version-là qui n'est applicable que chez eux pour l'instant. Exactement. Ah, c'est intéressant. Il y a eu le rachat de LES, il y a Webus qui arrive. Quel est ton input, toi, dans ces décisions-là? Il est... alors en gros, moi je fais partie du comité exécutif de Blablacar. Donc tout ce genre de décision assez structurante, en gros je suis dans la pièce au moment où c'est décidé, mais ça veut pas forcément dire que pour chaque décision prise par ce comité-là, j'ai toujours la voix la plus forte, ça dépend des sujets. Donc le truc c'est que dans le cas de LES comme dans le cas de Webus, le jour où l'opportunité arrive sur la table, c'est une évidence en fait. Enfin c'est une évidence, ça veut pas dire qu'on se pose pas de questions, mais c'est en accord total avec la stratégie qu'on a définie depuis 12-18 mois. Donc c'est des accélérateurs. Après on a réfléchi, est-ce que c'est le bon, est-ce qu'il y a un risque, etc. Mais LES c'est l'occasion d'accélérer sur les sujets de courte distance,
parfait, génial là-dedans. Et puis en plus, une boîte montée par quelqu'un comme Jean-Baptiste de Rudel, probabilité que la qualité des gens dans cette équipe-là, voilà, tout le travail qui a été fait, probablement très très bon, très très intéressant. Ouais. Et en fait, dans les deux cas, c'est des décisions qui vont assez vite. De l'AS ou de Webus, c'est des décisions qui se prennent dans l'espace de semaines. Mais en fait, ce qui raccourcit le temps de décision, c'est le fait que ça ressemble pas à une distraction, ça ressemble à un accélérateur. Et de la manière qu'il y a plein de décisions qui sont faciles à prendre parce qu'elles rentrent pas dans notre stratégie. Ouais. C'est des choses très intéressantes en soi, mais pas pour nous, pas maintenant. Et c'est là où le fait d'avoir de la part des fondateurs de Blablacar, incarné en ce moment encore plus par Nicolas Brusson en tant que CEO, une stratégie claire, elle te permet de faire ça. Elle te permet très facilement, par rapport à la complexité du monde et au champ des possibles, en permanence de faire des arbitrages en une seconde. Ouais, tu sais où tu vas. C'est quand même plus. Est-ce que c'est un accélérateur ou ça nous fait aller ailleurs? On est en train de foncer dans cette direction-là. Bon ELS et Webus, c'était une évidence. Mais autant c'est une évidence par rapport à la stratégie, autant je vois entre guillemets la facilité d'intégration d'une techno comme celle de LES, autant sur Webus. Enfin, c'est quand même de l'extérieur, ça me paraît quand même bien différent. Quand même. Ouais. Mais je dis pas que c'est facile en fait. Ouais. Je dis que c'est évident. Ça a du sens. Voilà, ça a du sens ça semble très très pertinent. Après, on aurait pu décider de pas le faire, hein. Mais en tout cas, on se pose très sérieusement la question. Et dans le cas de mon apport dans le cas de Webus, mon input il est assez faible parce qu'en fait l'énorme valeur elle est pas dans mon champ de compétences. L'énorme valeur qui va être apportée, elle est au niveau des opérations des personnes qui sont vraiment en charge de s'assurer qu'il y a bien des bus qui roulent, etc. Sur lequel moi j'ai pas une expertise particulière. Donc c'est ce sujet-là en particulier. Okay. En gros, j'ai la possibilité de dire je le sens pas ou ça me paraît bizarre pour telle ou telle raison, mais en l'occurrence là les assets qu'on va aller récupérer, ils sont pas dans mon champ de compétences, donc j'ai un peu moins d'impact pour toi directement quoi. Ouais. Ok. Bon, je passe un peu du coq à l'âne là, mais c'était sur la notion de mentoring, parce que c'est quelque chose qui, alors c'est peut-être moi qui suis pas hyper familier de ça, mais c'est quelque chose que j'entends souvent, très très souvent, de la part des gens qui viennent de l'UX et qui viennent du design, cette notion de mentoring, d'avoir quelqu'un référent auprès de qui je peux poser mes questions, qui va pas me donner les réponses, mais qui m'invite à me poser d'autres questions, peut-être des meilleures. C'est quelque chose que toi tu fais pour d'autres personnes déjà. Est-ce que toi tu as toi-même des mentors auprès de qui tu fais appel? Enfin, tu vois, passer d'un poste de Head of UX à VP Product dans une société comme Blablacar, t'as une exposition qui est quand même. Je pense que tu dois te poser quand même un certain nombre de questions. Vers qui tu te tournes quand c'est comme ça? Alors moi j'ai accès aux meilleurs mentors de la Terre. Et ça s'appelle des livres. Voilà. Non mais je suis sérieux en fait, il y a très longtemps, en gros moi, ça fait très longtemps que T'as des citations aussi. Non mais c'est exactement ça. Donc ça fait très longtemps que j'extrais de mon cerveau des observations qui me permettent de mieux comprendre ce à quoi je pense. Et un jour, je me rends compte que la notion de mentoring telle qu'on se le fantasme, à savoir un vieux sage qui régulièrement je vais frapper pour dire dis non, j'ai une question très précise, s'il te plaît. Bref, ça peut être une réalité, c'est parfois le cas, mais je crois qu'il y a plein de formes de mentoring. Et des fois en fait c'est plus tard qu'on se rend compte qu'on a été mentoré, et on se rendait pas compte sur le coup. Donc bref, il y a plein de formes, et c'est pas forcément bonjour cher mentor, etc. Enfin, ce podcast est une forme de mentoring. Mais complètement. C'est la particularité de tous mes mentors, pas tous mes mentors, de beaucoup de mentors, c'est qu'ils m'ont jamais rencontré dans leur vie, ils savent pas que j'existe. Mais ça change rien en fait, c'est-à-dire que c'est incroyable parce que t'en parles avec une proximité. À chaque fois, j'ai vraiment l'impression que la personne est avec toi et que genre t'as reçu un message quoi. Mais c'est beau, enfin peu importe. Alexandre Astier est un mentor fondamental dans ma vie. Mais il sait pas que j'existe. mais il a résolu plein de problèmes pour moi. Plein de problèmes. Et je cite mon mentor dans notre discussion aujourd'hui. Mais il a résolu énormément de problèmes dans ma vie. En fait, je me suis rendu compte que je me créais des mentors de la manière suivante, à savoir
par hasard, je tombe sur un bout de pensée qui m'intrigue, et puis je commence à dérouler le fil, et je me dis, ah bah, tiens, lui, il a un monde de pensée qui est à la parfaite distance entre des choses que je comprends à moitié, mais pas vraiment, et là où je veux aller. Il est en avance de moi sur ces choses. Donc c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part et je comprends rien. Voilà, c'est quelqu'un qui, ah ouais, lui, si j'arrive à être son ombre là pendant quelque temps, je vais accélérer plutôt que de tout découvrir par moi-même. Et moi, je comprends ça par la lecture. Mais le monde d'aujourd'hui est complètement incroyable par rapport à ça. C'est-à-dire qu'entre les livres, en fait, je lis. Donc ça peut être des livres, des interviews, Twitter, c'est incroyable pour ça. Quand on a la chance si les gens ne trouvent pas de mentor sur Twitter, je sais pas quoi dire. Tous les gens de la Terre sont pas sur Twitter. Mais il y a beaucoup de monde quand même. Anecdote, je regardais ton profil Twitter parce que je m'intéresse justement et que je voulais voir qui étaient les types de personnes que tu suivais, toi. Ouais. Beaucoup d'éducation, hein. T'es beaucoup dans la tech. Beaucoup. Ouais, ça c'est récent. Ah, c'est récent? C'est récent. D'accord. Okay. Et ça va sûrement aller en grandissant. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de récent. Mon fil Twitter, moi je suis sur aucun réseau social, grosso modo. Ouais. Et Twitter ne me sert quasiment pas à interagir avec des gens, me sert que comme méga fil de curation. Ouais, okay. Ouais, mais je suis abonné à très peu de gens. Ouais. Et je suis en permanence en train de choisir précisément qui est-ce que je suis. Et par contre, ce que je suis, je les suis assez fortement. Et il y a certains mentors anciens qui sont plus là-dedans parce que j'ai l'impression je les ai saoulés à force de. non mais je rigole, mais ce que je veux dire par là, c'est il y a un moment où tu t'es saoulé à les solliciter. Oui, mais en fait, encore une fois, ils savent pas qu'ils existent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je les ai saoulés, c'est que je pense que j'ai épuisé la quantité de choses que je pourrais tirer de leur savoir. Ouais. Parce que je les ai suivis. Enfin, il y en a certains. Pendant 5 ans, je suis obsédé par leur manière de penser. Et je pense qu'il y a des personnes sur Terre dont j'ai lu l'intégralité de ce qu'ils ont écrit. C'est vrai? Ouais. Alexandre Astier, par exemple, mais il y a un gars qui est sûrement le mentor de personne, qui s'appelle David Allen, le créateur de la méthode Getting Things Done, GTD. Ouais. Fabuleux. Lui, sa connaissance du cerveau, elle est complètement incroyable. Donc lui, j'ai dû lire beaucoup, enfin tous ses livres évidemment, mais même une quantité de podcasts, d'interviews, etc. Ah ouais. Et alors que je pense que la majorité des gens, ils vont s'intéresser, ils vont lire un truc une fois. Ouais, c'est ça. Et moi, pour des raisons qui sont peut-être pas saines, mais t'as un côté obsessionnel, hein. Dans le savoir. Ouais. Et dans le savoir profond, en fait. Oui. C'est-à-dire que, si tu regardes le making of de la saison 6 de Kaamelott, ouais. où c'est Alexandre Astier qui est dans les studios de Cinecittà en Italie et qui pérore sur Kaamelott autant que sur la vie, tu as accès à des détails de comment il bosse que tu ne peux pas deviner. Et en fait, ce que je crois profondément, c'est que au bout d'un moment, quand tu creuses à fond des gens qui sont experts, t'arrives aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que je crois pas fondamentalement que Usain Bolt, il est très différent de Alexandre Astier. C'est-à-dire que si tu creuses vraiment loin des gens qui sont des maîtres de leur art, oui. Je crois qu'à la fin, tu découvres beaucoup plus de points communs que ce que tu crois. Et donc moi, une manière d'aller dans l'essence, c'est d'aller à de continuer jusqu'à ce que et donc voilà. Donc par exemple, tu vois, des anecdotes, c'est Alexandre Astier, tiens, un détail, tu peux pas inventer des trucs comme ça. Attends, je vais l'interviewer, J'interviewe Rémi Guillot, tu me parles que d'Alexandre Astier. non mais il fait partie de non mais des détails, tu vois, par exemple, il écrit ses dialogues de séries ou de films le soir quand il est épuisé. Pourquoi? Parce que il est là j'interprète pas, c'est ce qu'il raconte. Pourquoi? Parce que il est persuadé que des dialogues naturels ne peuvent sortir que de manière très intuitive et que ton cerveau, quand tu les écris, tu vas avoir tendance à les sur-écrire.
Et en fait, il s'est rendu compte que le moment où tous ces biais disparaissaient parce qu'il était fatigué, et là j'ai besoin de finir les dialogues, etc., ça rendait les choses beaucoup plus naturelles. Donc d'un seul coup, tu as une technique de travail complètement contre-intuitive au service de quelque chose qui doit sembler complètement naturel. C'est fantastique d'avoir accès à cette anecdote-là. Après, à ce moment-là, je sais pas ce que j'en fous de cette anecdote. Juste d'un seul coup là, j'ai entendu un truc et je sais qu'un jour, peut-être, ça va me servir. C'est ce qui ressort systématiquement de tes présentations. Cette capacité à, enfin, en tout cas, ma perception par rapport au travail que tu fais dans les présentations. La dernière vidéo, The Family, un bon exemple, c'est, je crois que tu le cites d'ailleurs. Un de mes mentors m'a incité à aller creuser un peu plus profondément. Bien sûr. Là, c'était un vrai. Ouais. Là, c'était un vrai mentor. Ok. Il y en a quelques-uns qui sont. Bien sûr. Non, bien sûr. Mais chez PayPal, j'ai eu accès à des gens absolument incroyables. C'est ça l'avantage d'être dans une boîte qui est pas petite. C'est qu'il y a des gens, mais j'ai rencontré des designers, surtout des designers, pas que, mais beaucoup de designers, absolument incroyables. Mais vraiment, mais des gens, mais en fait, et qui sont, et là pour le coup, quel niveau, c'est quoi? C'est humain et professionnel, c'est surtout professionnel. Enfin, humain, des gens géniaux, mais c'est pas pour ça que je les sors du lot. C'est non, professionnellement. Et eux, pour le coup, c'est vrai que ces gens-là, maintenant j'en suis parti, je me rends compte, eux, ils sont invisibles. Eux, ils sont pas sur Twitter, ils ont pas écrit le livre, ils ne donnent pas d'interview. Ouais. Donc ça, c'était un privilège incroyable de les rencontrer. Et je me dis, combien il y en a dans toutes ces entreprises-là? Mais et tous ces gens-là, ils sont géniaux pour moi parce que c'est des gens extrêmes dans leur point de vue, extrêmement forts dans un truc en particulier. Et moi, je crois beaucoup dans le fait que vraiment, si tu creuses longtemps quelque chose, il y a un moment où tu finis par découvrir des trucs que personne n'a découvert parce que tout le monde s'est arrêté avant. Et dans des boîtes comme PayPal. Et PayPal n'est pas la plus grosse boîte de la Silicon Valley, loin de là. Tu peux te permettre d'embaucher des gens qui sont méga spécialisés sur un truc très précis. Quand t'es une plus petite boîte, tu prends des gens un peu plus généralistes, mais du coup qui sont un peu plus superficiels, c'est pas le mot, mais en tout cas moins experts en profondeur. Et c'est pas quelque chose qui toi peut te frustrer maintenant, puisque t'as cette envie, parce qu'un job de VP, tu dois être quand même assez transverse. Ouais. T'arrives à rentrer dans cette profondeur-là sur des sujets particuliers? Il y a un sujet moi qui m'obsède, qui est celui dont je parlais à The Family. L'objet de la simplicité, moi, ça m'obsède maintenant depuis 7-8 ans. 7-8 ans. Moi, je vais lire tous les bouquins que t'as cités, hein. J'ai besoin de les lire. Ouais, le bouquin que je cite dans la conférence qui s'appelle Insanely Simple, ça a été mais celui-là, ça n'a pas été un déclic. Le déclic qui remonte sûrement encore avant, mais non, la simplicité, ouais, c'est une obsession. Mais après, ce qui est intéressant avec les obsessions, c'est que si t'es vraiment obsédé, en fait, ta vie devient cette obsession-là. C'est-à-dire que j'applique complètement, et j'en parle un petit peu dans cette conférence-là. Au départ, moi, la simplicité, je la trouve via l'angle du design, vraiment via l'angle du design d'interface. Mais aujourd'hui, j'utilise les mêmes fondamentaux pour réfléchir à de la stratégie, pour réfléchir à de la roadmap, pour réfléchir à comment communiquer. Enfin, je l'utilise comment mon armoire est organisée, comment, enfin, ça devient ta vie, quoi. C'est ta vie, ouais. Donc ça c'est un sujet qui disparaît pas. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui étaient aussi obsédées que moi, et ça c'est. Parce que t'arrives toujours avec des espèces de, enfin là typiquement dans cette interview que j'invite évidemment à regarder, c'est 45 minutes maximum. T'arrives avec un système HORSE, voilà. HORSE à la fin, tac tac tac. Ouais. Comme le playbook, t'arrives avec Paris, tac tac tac. Ouais. Espèce de recette. Alors c'est une recette, oui c'est une recette. C'est quoi combien de temps il faut pour arriver à faire des trucs comme ça? Parce que ça paraît simple. Ouais. Je te raconte une histoire. Une histoire que j'adore. Donc celle-là, c'est pas moi qui l'ai inventée. Donc c'est l'histoire d'un empereur et d'un artiste. Ok. Donc c'est un empereur qui a tous les pouvoirs et qui va voir un artiste et qui lui dit dessine-moi un tableau parfait. Et l'artiste il dit ok. Et l'empereur dit bon mais t'as besoin de quoi? Est-ce que t'as besoin d'assistants? T'as besoin d'argent? T'as besoin de matériel? Il dit non, j'ai juste besoin d'un petit peu de temps. Et l'empereur dit t'as tout ton temps, vas-y, reviens avec le tableau parfait. L'artiste il rentre dans son petit cabinet. Il commence à bosser, le roi au bout d'un mois, et il envoie quelqu'un pour prendre des nouvelles, etc. Ils arrivent dans l'atelier, pas de nouvelles, ils n'entendent rien et tout. Bon, il attend un peu. Un mois plus tard, il dit bon,
où est-ce qu'il est mon tableau, qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai pas l'habitude qu'on me fasse patienter. Ouais, c'est ça. Il envoie des soldats qui frappent à la porte. Il y a la voix qui leur répond j'ai besoin de temps. Ouais, au bout de 3 mois, le roi qui se déplace en personne et qui dit bon maintenant tu ouvres la porte ou on défonce la maison et on décapite. Décapite. Et là l'artiste, il prend une feuille de papier vierge. Oh my God. Il prend un pinceau. Il fait en quelques secondes un tableau parfait. Et là, le roi, il est à moitié impressionné, à moitié furieux. Il se dit, mais si tu étais capable de le faire en quelques secondes, pourquoi tu m'as fait attendre tant de temps et même prendre le risque, etc. Et là, l'artiste lui dit, bah, venez. Il le fait entrer dans l'atelier. Et là, il voit des centaines et des milliers de tentatives de tableaux. Voilà. Et Horst, la technique de simplification dont je parle dans cette conférence-là, j'ai commencé à travailler dessus il y a 6 ans, il y a 5 ans. C'est des mines d'or, ces trucs-là. Et je suis arrivé à quelque chose d'à peu près solide il y a 1 an. Enfin, c'est tout le sujet de la simplicité, ce qu'on appelle la malédiction de la simplicité, c'est que le but d'un travail de simplification, c'est d'aboutir à quelque chose qui efface toutes les traces du travail. Donc, par définition, si je te montre quelque chose qui est simple, tu ne peux pas imaginer que ça pouvait être autre chose que cette pureté-là. Et donc, tu crois que c'est né comme ça. Ouais. Et ce qui se passe toujours quand je parle de la simplification, et c'est dans cette conférence-là, ça arrive dans les questions, des gens qui disent non mais ça c'est très intéressant ce que vous racontez, mais moi c'est différent parce que moi j'ai des contraintes. Mais oui, mais tout le monde a des contraintes. Et c'est précisément sur ces contraintes-là qu'il faut travailler. Et c'est ça le travail de simplification. Et donc c'est Horst, c'est un max de boulot. C'est un travail parce que moi je crois, j'ai la prétention aujourd'hui de penser qu'il n'y a pas d'autre manière de simplifier que ces 5-là en fait. Et que si ça fait un acronyme, c'est pas le hasard, c'est que j'ai tourné tous les synonymes de toutes ces techniques-là dans tous les sens, que j'ai jamais été satisfait, qu'à un moment il y avait une 6e et que ça me foutait en l'air, voilà. C'est ça, et qu'il y en avait d'autres qui étaient intéressants, mais celui-là il est intéressant puisque je l'associe avec l'autre comparaison entre le chameau et le cheval, etc. Bref, ouais, ça c'est un travail de. Je crois qu'on l'explique pas dans la conférence qu'on a fait avec Tristan, mais Paris c'est pareil, c'est énormément de temps pour faire un truc qui à la fin ressemble à une évidence. Non mais ça s'apprécie. En fait, je pense que j'invite vraiment pour le coup les gens parce que tu donnes ça, tu vois, c'est une conférence et The Family. Je pense que les gens n'ont pas forcément le recul. J'espère qu'ils l'auront un peu plus avec cette conversation sur se dire ce mec-là a bossé pendant 6 ans pour arriver à ça. C'est pas juste, je me dis, merde, j'étais contacté par The Family et en 2 semaines, je t'ai pondu un truc en inventant un petit acronyme qui est sympa en me disant, ok, j'ai un camel, j'ai un horse, je vais faire ça, on va pipoter d'autres trucs, quoi. Pas du tout. Ouais, mais tu peux, enfin, mais après, c'est à l'épreuve de l'utilisation que ça se voit que c'est solide, j'espère. Ouais. Mais ça sert à rien de le dire. Ça sert à rien de parler du travail qui est fait. Ouais. Pour le coup, faut valoriser quand même le travail qui a été fait. Pour que les gens prennent conscience de la valeur, enfin, non. Ok, je crois pas. Je crois que t'as raison. Enfin, en tout cas, pour un ayatollah de la simplicité, non. Peu importe. Ça, c'est ton problème à toi. Ça, c'est ton problème de celui qui a fait le boulot. Mais la personne, elle s'en fout. Si tu lui donnes un truc clé en main et que ça marche, génial. Et c'est là où tu vois bien le lien entre mon métier et cette obsession-là, c'est que c'est le même truc, c'est que les gens ils s'en foutent de tout le travail que tu fais, et que il y a plein de raisons à ce que les choses ne soient pas simples. L'une d'entre elles, assez élevée en fait, c'est l'ego des concepteurs. Ça fait très longtemps que moi j'ai identifié que une des raisons pour lesquelles un designer va aboutir à un design complexe, c'est pas parce qu'il est pas capable de faire quelque chose de simple, c'est quelque chose de simple ne met pas en valeur la complexité du travail qu'il a fait. C'est très difficile d'être fier de quelque chose qui donne l'impression que t'as pas bossé. C'est horriblement dur. Ça, c'est il y en a plein d'autres, hein, mais ça, c'est un des biais fondamentaux. Plus ton problème est complexe, plus t'as envie que la Terre le sache, que t'as bossé, que t'as fait un truc complètement incroyable. Mais ça aboutit à l'inverse de ce que tu voulais.
Et là, pour le coup, le bouquin Insanely Simple, donc qui raconte comment l'obsession de Apple, parmi d'autres, hein, c'est pas la seule, les a menés au succès, et raconte ce que ça veut dire. Il y a plein d'anecdotes par rapport à ça, très très intéressant. C'est pas un bouquin très compliqué, c'est beaucoup d'anecdotes en fait, mais ça raconte bien ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est avec le tampon Apple, qui est pas la boîte qui s'est le plus plantée sur Terre, donc il y a un quotient de crédibilité que tout le monde peut pas apporter. Donc c'est aussi pour trouver des anecdotes que tu peux utiliser ailleurs. Oui, c'est vrai que pour le coup, même en ayant été chez Apple, t'es alimenté de cette obsession. C'est une obsession permanente, hein, à tous les niveaux. J'ai rien à t'apprendre, je dis. Mais... Ouais, mais non, mais si, mais pour le coup, c'est vraiment intéressant effectivement. Mais c'est quelque chose que j'avais un peu oublié, que tu m'as ramené ça là. Tu m'as ramené à cette obsession de. Intéressant. Ouais. Top. Là, les prochaines étapes pour toi, c'est quoi? Professionnellement parlant ou c'est déjà d'être à la hauteur de mon rôle. C'est la transition design produit, c'est un vrai challenge depuis le début et ça continue de l'être. Mais dans la phase qui s'annonce, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a la dimension hypercroissance qui va arriver, mais à un stade où on n'est plus une boîte monoproduit. On est une boîte qui a plusieurs produits et qui est pas en train d'un côté de vendre des canettes de Coca et des trottinettes, qui vend des produits qui ont du sens ensemble, mais qui sont quand même des produits différents. Ça, je suis pas sûr aujourd'hui de comprendre encore tout ce que ça veut dire en termes de produits à créer, mais aussi en termes d'organisation qui crée ces produits-là. Donc ça, c'est des vrais enjeux sur lesquels je vais me concentrer. Comment tu abordes ça? Comment est-ce que t'es déjà en train de préparer un plan pour attaquer ces sujets-là? Ouais, je travaille pas tout seul là-dessus. J'internalise un challenge commun à toute l'entreprise et souvent, je crois que un rôle produit, il consiste un peu à amener de la clarté sur un problème partagé par beaucoup de monde. Donc, il s'agit pas de faire ce travail-là tout seul du tout. Après, aujourd'hui, dans l'équipe, justement, il y a plusieurs personnes qui sont assez seniors, en fait, et qui prennent des parties entières de ces défis-là. Donc là, la réflexion que je me pose, c'est comment... il y a dans l'équipe des personnes qui seraient mais très facilement des head of product incroyables dans d'autres boîtes. Je vois. Vraiment, donc... Qu'est-ce qui fait la qualité pour toi d'un excellent head of product? C'est la capacité... il y a une dimension expert et une dimension humaine. C'est la capacité à absorber toute la complexité et en sortir un plan qui est la meilleure, qui est le meilleur plan à suivre, mais après il y a faire en sorte que tout le monde suive ce plan. Donc rallier des gens derrière un chemin, c'est ça. Et donc on a dans l'équipe des gens sur qui, et donc le défi c'est ça, c'est comment est-ce que moi je donne toute la place à ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont une capacité d'impact gigantesque. Et en fait, on devient une entreprise qui a plusieurs produits qui ont besoin d'être managés intégralement par une personne. On a un produit. Au départ, on était une boîte de covoiturage. Maintenant, on est une boîte qui a un produit de covoiturage parmi d'autres. Puis il y a un produit de bus, puis un produit d'assurance. Mobilité, la thématique. Et puis voilà, c'est ça. Et en fait, mon rôle, il consiste plutôt à bien clarifier les responsabilités et énormément bien s'assurer que les dépendances et les connexions, ou au contraire les choses qui doivent être séparées le sont. Mais il y a beaucoup de travail qui consiste aussi à let go. Ouais, à laisser de la place, à prendre un pas de recul. Donc là aussi, il y a des enjeux d'ego qui sont forcément au cœur des discussions. Ouais. Ok, des beaux challenges du coup. Ouais, bien sûr. Top.
Pour terminer, je pourrais t'interviewer des heures entières, mais on me fait le feedback qu'à chaque fois c'est top, mais un peu long. Mais bref. Est-ce que tu as un tic? C'est la question que je pose habituellement. Un tic ou quelque chose d'un peu inhabituel que les gens ont identifié chez toi et dont initialement t'en as pas forcément conscience, mais tu te rends compte avec le temps. Ou un truc que toi tu sais que tu fais, lister les citations. Mais un tic, c'est quelque chose de pas spécialement positif, c'est ça? Ça peut être une habitude, ça peut être un tic, oui, effectivement, dans le sens un peu plus... Il y a pas longtemps, là, il y a quelque chose qui a émergé de très fort. Je crois que j'étais vaguement conscient, mais j'étais bien content de l'ignorer, parce que ça correspondait pas à l'image que je projetais de moi. C'est, dans des situations, où le temps est limité, ou alors des situations où il y a un peu de stress, j'avais tendance à être beaucoup plus dur dans le ton que ce que je croyais. D'accord. Dans les interactions avec les gens, etc. Un côté extrêmement assertif, qui a tendance un peu à couper court à la conversation, et qui donc cette réalité-là, elle clashait complètement avec l'image que j'avais de moi, qui est sûrement vraie notamment dans les échanges avec une personne. Je pense que là, je suis capable d'être davantage dans l'écoute, mais dans des situations où il y a un peu de monde, il faut qu'on tranche, etc. Une certaine habitude, beaucoup plus que ce que je croyais, d'être tranchant, ce qui a, voilà, avec des effets extrêmement négatifs en termes de laisser des gens s'exprimer. D'accord. Parce que le fait d'être assertif, c'est pas en soi, on peut attendre ça de toi aussi, hein. Oui, mais le problème c'est de l'être quand t'as pas l'impression de l'être. Ouais. Ou c'est de l'être bridé, au point de, même pour le coup d'après, empêcher la personne de s'exprimer, tu vois. De peur que, ouais. Ouais, et puis il y a plein de c'est pas un problème de savoir être assertif, c'est un problème de l'être plus que nécessaire. Si tu commences toute conversation par un point de vue extrêmement tranché, implicitement t'es en train de dire, dans la pièce, je m'attends à ce que tout le monde ait des opinions très tranchées. Sauf que des fois, il y a des gens, c'est pas comme ça qu'ils s'expriment, il y a des gens qui ont envie d'exprimer des doutes, il y a des gens qui ont envie d'exprimer une idée qui est à peine en train d'émerger, et c'est pas le signal que t'envoies si t'es très assertif dans cette situation. Donc voilà, ça c'est un vrai, ce qu'on appelle un blind spot, c'est vraiment ça. Okay. Quelque chose dont j'avais pas conscience, et j'en avais tellement, et ça correspondait tellement pas à ce que je voulais croire de moi, que quand bien même, je pense qu'on me l'a dit en fait avant, mais je crois que ça imprimait pas. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as entendu? On a eu la chance là chez Blacard, on est plusieurs à avoir participé à une formation qui nous mettait bien à l'épreuve, et il y avait des séances de débrief assez explicites de la part des personnes du groupe dans lequel on était, et des séances, et ça c'était encore plus fort, de débrief avec capture vidéo. Ah ouais. En gros, on a fait des activités. Okay. Après, on se débriefait de comment est-ce qu'on l'a ressenti. Mais ouais. Après, on disait, mais en fait, voilà ce qui s'est vraiment passé. Voilà comment t'as parlé. Voilà comment les autres l'ont vécu, etc. Et là, face à ça, tu peux pas. Là, c'était objectif le feedback qui m'était fait. Il y avait pas de débat. Après, je pouvais décider de pas en tenir compte, mais ouais. Enfin là, il y avait pas de doute. C'était pas l'interprétation. C'était dans des moments précis. Je voyais un comportement qui m'était pas étranger, mais je pensais pas l'avoir utilisé dans certaines situations-là, etc. D'accord. Donc voilà. Donc là, clairement quelque chose sur lesquels j'ai besoin de grandir. Quand t'as des moments de stress, parce que t'es quand même surexposé à ça potentiellement, comment t'arrives à te recentrer, à être refocus sur ce que tu dois faire, sur ce que tu sais que tu dois faire, etc. J'écris. C'est l'écriture. Donc en fait, je crois que utiliser l'écriture comme moyen de clarifier sa pensée, non pas comme moyen de communiquer avec quelqu'un d'autre, c'est un outil qui est sous-exploité. Je me demande comment ça se fait que c'est pas quelque chose qu'on explique en fait à l'école, parce que c'est vraiment ça en fait, je crois. Enfin, l'écrit c'est vraiment moyen tu externalises quelque chose, c'est ça qui te permet d'avoir du recul dessus, et tu peux jeter après le truc en fait. Ouais. C'est pas pour communiquer avec quelqu'un d'autre que toi. Mais donc, il y a plein de formes d'écriture, et peu importe, mais en tout cas, toi,
Ok. T'écris quoi? Enfin, c'est quoi? Tu commences par tiens, je me sens stressé. Pourquoi? Et j'en parlais toujours dans cette conférence-là, qui est une somme de beaucoup de, dont la forme est très rigolote ou en tout cas légère par moment, mais qui est une synthèse de beaucoup de choses dans lesquelles je crois profondément. À la fin, j'explique que j'utilise ce framework HORSE à ce que j'appelle mes sujets d'inquiétude. Ouais. Ça, c'est une manière de le faire, c'est-à-dire tiens, je suis stressé. Bon qu'est-ce qui me stresse? Je liste tous les trucs. Soit là, j'utilise la simplification, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, tiens, ce sujet-là, tu peux te dire, pourquoi il te stresse? Puis t'écris ça. Et puis après, cette situation-là, comment est-ce que tu pourrais faire en sorte qu'elle te stresse? Enfin, tu vois, et d'un seul coup, en fait, pourquoi est-ce que ça marche? Ouais, mais c'est aussi que, en fait, je crois que le cerveau, et notamment la mémoire et de travail notamment, elle est limitée, en fait. Ton cerveau, il est pas capable de jouer avec autant d'informations. L'écrit te permet de dire, tiens, ça, je l'ai posé, puis je vais explorer ça, puis je reviens là-dessus, beaucoup mieux que tu n'es capable de le faire que dans ta pensée. Et donc, c'est pour ça que l'écrit, en fait, c'est un côté relaxant, c'est que d'un seul coup, t'es capable de, tiens, je vais me concentrer là-dessus, mais pas en train d'oublier le reste. Et puis, je peux connecter des choses que je peux pas connecter si je dois essayer d'avoir, 50 informations avec lesquelles je veux jouer. Donc, l'écriture, qui est en fait d'externaliser ta pensée, ça te permet d'utiliser ton cerveau, non pas pour retenir. Donc ça, je suis en train de pomper David Allen. Ça te permet d'utiliser ton cerveau, non pas pour retenir des choses, mais pour les analyser, les observer, en tirer des conclusions, etc. Être plus focus sur certains points précis. Voilà. Donc moi, c'est vraiment l'écriture. Ça ressemble, à la fin, ça a énormément d'effets très similaires à ce que je crois que beaucoup de gens obtiennent par la méditation. Moi, ça, c'est une technique de méditation active, et c'est pas la même, mais quand je lis des gens qui méditent beaucoup... Tu médites pas? Non, je devrais, je devrais dans le sens où ça a toutes les raisons de m'attirer et de me parler et de fonctionner avec moi, et ça résonne pas. Top. Juste l'éducation. Ça me titille. Ça me titille. On l'a mis de côté. Sauf si tu veux pas en parler. Non. En fait, je crois... Rien à voir avec la paternité, hein. Sûrement. Si, sûrement. D'accord. Je suis père depuis pas si longtemps. J'ai 2 enfants de 2 et 3 ans. D'accord. C'est un... Garçon-fille? Un garçon et une fille. D'accord. Très très proches, qui sont arrivés beaucoup plus tard que ce que j'aurais aimé. Moi, j'aurais pu être père à 15 ans, je crois. Ah ouais. Donc quand ils sont arrivés, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc oui, il y a un lien. Après, c'est l'éducation au sens le plus large du terme qui m'intéresse. Donc je mets dedans enseigner, transmettre, coacher, mentorer, manager. Enfin, il y a beaucoup de choses que je mets dedans l'éducation. Donc c'est pas forcément de devenir professeur de mathématiques, mais l'éducation, je crois que, je serais étonné si dans 20 ans on se reparle et je travaille pas dans ce domaine-là. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là. Maintenant, c'est un horizon extrêmement lointain, et en ce moment je suis en phase Tu prends passivement, parce que je sais que les choses prennent beaucoup de temps, et puis j'ai aucune envie de changer de métier. J'adore ce que je fais. Maintenant, est-ce que un jour je serai amené à aller vers ça? Peut-être, et dans un sens, quand je fais c'est la continuité quelque part, hein. Oui, c'est pas d'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que quand je donne une conférence à The Family, j'améliore ma compréhension de mon métier en étant forcé de la partager. Voilà, donc je trouve que c'est assez lié, en fait. Ouais, ça se nourrit. Il y a plein de choses par rapport à ça qui disent que une bonne manière de savoir si tu maîtrises quelque chose, c'est est-ce que tu es capable de l'enseigner à quelqu'un. Donc c'est une manière, en fait, de renforcer ce que tu fais déjà. Mais oui, c'est un sujet qui me titille. Voilà. Donc voilà, très directement, hop, j'allonge mon fil Twitter de plein de sources de mentors futurs. Ouais. Voilà, c'est ça que t'as trouvé. Merci beaucoup, Rémi. Merci à toi, Gabriel. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors, avant de vous quitter, quelques petites choses. D'abord, encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter. Le pseudo
pseudo, c'est @lafrenchtouchfm, tout attaché. Alors je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord. J'espère surtout que l'épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.